Donc la parole, c'est à Florent Pauli. Florent Pauli, il est architecte, il est enseignant ici à l'école, il est chercheur au laboratoire EFCO, il est membre de la chaire HDSA depuis sa fondation, un des piliers de la, entre autres, de l'organisation et de la réussite de beaucoup d'initiatives. Merci Florent d'avoir accepté d'introduire ce séminaire suite aux travaux d'un groupe de réflexion. Et voilà, je te donne la parole pour cette matinée. Merci. Merci Donato. Cher directeur de l'école, cher directeur du laboratoire, merci pour vos mots si justes et votre soutien à la chaire surtout. Bienvenue à tous au 9e séminaire de la chaire HDSA, Architecture, Technique et Humanisme, la conception et la transformation des réseaux dans l'architecture hospitalière. Pour commencer, je souhaiterais saluer toutes les personnes qui ont contribué à la réflexion et l'organisation de ce séminaire. Guillaume Allender et Alain Tenou pour Equance, Aya Life Designer avec Emmanuel Godmer et Laurent Pérusa, et le comité de pilotage et d'organisation de la chaire, particulièrement Jacques Grandet, Lila Bonneau et Donato Severo. Enfin, l'ensemble des intervenants dont je vais introduire le propos à présent. Le séminaire prend place aujourd'hui dans un site qui fut producteur d'un de ces flux indispensables au fonctionnement des hôpitaux, l'ancienne usine à air comprimé de la SUDAC, transformée en école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, que nous remercions aujourd'hui d'accueillir ce séminaire. Nous allons donc parler ce matin de cet ensemble de circuits de canalisation et des appareils qui les relient, permettant la circulation et la distribution de l'électricité, de l'eau, du gaz, du téléphone, etc. La liste est longue. De la façon dont ces réseaux conditionnent l'architecture, en particulier hospitalière où ils sont omniprésents. Dans l'hôpital, on distinguera 3 catégories principales de réseaux, bien qu'elles s'entremêlent parfois. Les dispositifs de confort et d'hygiène, l'eau chaude et froide, le chauffage, la ventilation, l'électricité courante. Les technologies médicales, eau déminéralisée, gaz médicaux, climatisation et surpression contrôlée, etc. Les réseaux logistiques et de fonctionnement hospitalier, l'Internet et la téléphonie, les pneumatiques pour le transfert des échantillons, le courrier, le linge, parmi d'autres. Les réseaux sont un thème pratiquement absent de la recherche en architecture et design appliqué à la santé. De même, l'histoire de l'architecture néglige le sujet, les enjeux esthétiques, structurels ou d'usage prévalents dans les analyses architecturales. C'est le cas aussi dans l'enseignement. Mais en miroir des enjeux énergétiques liés au réchauffement climatique, une histoire environnementale et climatique de l'architecture a pris l'importance ces dernières années. Les dispositifs, équipements et réseaux liés au confort sont traités en particulier par Emmanuel Gallo et Giulia Marino dans leurs thèses respectives, avec pour prolongement de cette dernière l'ouvrage collectif de référence « Les dispositifs de confort dans l'architecture du XXe siècle, connaissances et stratégies de sauvegarde ». Ces travaux abordent de façon marginale la question hospitalière, mais on peut tout de même y mentionner un exemple marquant de conception expérimentale, qu'est l'hôpital Lariboisière, construit en 1854, avec 2 systèmes de chauffage et de ventilation concurrents. Il a fait l'objet d'un mémoire de fin d'études en architecture de Mélis Céline Kossigit. C'est un thème important pour le soutien à la recherche de la chaire HDSA en 2024. Donc, s'intitule « L'hôpital à la recherche d'un environnement bien tempéré, chauffage et ventilation à Lariboisière au XIXe siècle ». Le titre renvoie à l'ouvrage pionnier de Rainer Banham en 1969, L'architecture dans l'environnement bien tempéré, où le théoricien affirme le réseau comme matériel indispensable du projet architectural. Et à la suite de Siegfried Gieden, Mechanization Takes Command en 1948, la mécanisation de ceci comme la condition sine qua non de l'avènement de l'architecture moderne. Si la paroi façade vitrée peut advenir, avec ses valeurs modernes d'abstraction et de transparence, c'est grâce au chauffage compensant ses pertes calorifiques, à la climatisation empêchant les surchauffes estivales qu'elle provoque, à la ventilation permettant la disparition des ouvrants et à la lumière artificielle qui se substitue
à la lumière naturelle, provoquant éblouissement et ainsi obstrué par des stores. On comprend comment les innovations techniques, et en particulier celles liées aux usages médicaux et au confort des usagers, sont un des principaux facteurs de l'évolution des typologies, des formes et des enveloppes de l'architecture hospitalière. Au XVIIIe siècle, l'assainissement et la maîtrise de l'environnement intérieur des établissements thérapeutiques est un des thèmes majeurs de l'histoire de l'architecture hospitalière, notamment à travers les recherches de Pierre-Louis Laget. Au XIXe siècle, on l'a vu, les développements des systèmes de chauffage et de ventilation centralisés transforment l'hôpital. Et si le terme « machine à guérir » est pour la première fois utilisé par Jacques Tenon en 1788, c'est au XXe siècle qu'est développé le modèle d'un hôpital comme dispositif autonome, compact, poussant à la rationalisation, par l'autonomisation de ses moindres détails, une architecture pensée comme un système de flux, de fluides et de réseaux. Aboutissement ironique de ce processus historique, l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle, des architectes Weber et Brandt, qui, en extériorisant ces réseaux, proposent une architecture apparentée à une raffinerie, illustration de l'usine à soigner. Donc l'hôpital, programme exigeant à la temporalité d'exécution très longue, suppose l'édification d'une culture commune et d'un langage commun entre usagers, architectes et ingénieurs. Ce triptyque d'intervenants est justement réuni ce matin pour penser la place de ces différentes techniques et technologies dans l'hôpital, avec l'hypothèse, nous l'avons vu, que les réseaux sont une composante à part entière et un matériel indispensable du processus de conception et du projet architectural. Plusieurs paradigmes permettent d'envisager cette question. Le premier est la tension entre automatisation et humanisation. Les réseaux sont un des principaux supports d'automatisation dont les process se sont largement développés autour des sujets de logistique hospitalière au XXe siècle, tandis qu'aujourd'hui la robotique et les technologies rentrent de plus en plus dans les pratiques médicales. Technologies numériques et intelligence artificielle vont considérablement amplifier ce mouvement d'hypertechnicité du monde hospitalier. Si elle permet au personnel soignant de s'affranchir des tâches fastidieuses sans rapport avec le soin, cette ultra-dépendance et aliénation aux différentes technologies ne comporte-t-elle pas de risque, celui de l'affaiblissement de l'échange humain, nécessaire aux soins notamment, et pourrions-nous nous en passer pour prodiguer des soins ? Le regard de médecin et d'usager de Thomas Similovski, pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, nous donnera un aperçu dans la pratique de ce dilemme. Le deuxième est celui de la dématérialisation inhérente au réseau et le potentiel des technologies numériques à cet égard. L'ingénierie de conception des réseaux implique leur appréhension dans un environnement dématérialisé, c'est-à-dire en dehors des conduits et des gaines. Autrefois, la conception des pentes des sols permettait d'orienter l'eau et la forme des pièces. L'air, à l'image des projets d'hôtel-dieu des années 1780, intégrant le mouvement ascensionnel de l'air à travers ventilation basse, et dômes, voûtes et cheminées. Emmanuel Vanoli nous présentera la modélisation numérique des flux d'air et ainsi quelles influences ces différentes technologies ont-elles eues et auront-elles sur la configuration des espaces hospitaliers d'aujourd'hui et de demain. Le troisième, c'est celui de la durabilité. Le biologiste Olivier Amand propose comme antidote au culte de la performance la robustesse du vivant, qui permet de maintenir un système stable face aux fluctuations du changement climatique. Cette résilience face aux crises énergétiques, climatiques ou sanitaires est justement le premier critère qui doit guider la conception des hôpitaux pour assurer la continuité des soins. Cela implique un surdimensionnement des réseaux qui permettent son adaptation. C'est aussi un enjeu de flexibilité, d'adaptabilité et de transformabilité future de l'hôpital, mais aussi une redondance, chaque fonction pouvant être assurée par au moins 2 systèmes différents, de préférence de sources d'énergie différentes. On pense ainsi au système passif, récupération des eaux de pluie, apport calorifique et électrique, solaire, ventilation naturelle, rafraîchissement végétal, qui implique certes une conception bioclimatique, espace traversant, orientation des ouvertures, protection solaire, mais aussi une augmentation de la taille des réseaux, contrairement à ce que leur origine vernaculaire peut nous amener à penser. Alors que les lots techniques représentent
environ un tiers de l'empreinte carbone des bâtiments hospitaliers lors de leur construction ou restructuration, Sophie Boisselon, Jérôme Brunet et Antoine Chaillat évoqueront notamment cet équilibre entre high-tech et low-tech pour limiter l'empreinte carbone des constructions hospitalières afin de répondre aux enjeux environnementaux de demain. Le quatrième, c'est celui de la maintenance, certes facteur crucial de la durabilité que nous venons d'évoquer, mais aussi un sujet de recherche contemporain incontournable en architecture et central pour penser l'intégration des réseaux dans le projet architectural. 3 constats en préalable. Si les installations techniques représentent environ un tiers du coût total d'un bâtiment, ils concernent 75% des opérations d'entretien. Deuxièmement, le principal facteur de sinistre d'un bâtiment provient des réseaux, en particulier l'eau, et les travaux qui en découlent les plus conséquents sont ceux enduits extérieurs au réseau, comme le remplacement des conduits. Enfin, les réseaux techniques sont plus rapidement obsolètes que les autres parties du bâtiment, ce qui s'explique par de nombreux facteurs: évolution des technologies de communication, des technologies médicales, durée de vie des systèmes, numérisation des fonctionnements et de la maintenance, évolution des critères d'évaluation de la capacité de ces systèmes, calcul énergétique, source de chaleur, perception du confort. Envisager leur évolution est très difficile. Ainsi, le principe de base de ces nouvelles insertions, c'est l'accessibilité. On évoquera 2 résolutions concomitantes à travers le plan et le détail. Premièrement, c'est conférer aux réseaux et installations techniques des espaces généreux et adaptables, malgré la contrainte foncière. Certaines architectures spécifiques présentent ainsi un potentiel spatial éloquent, à l'image de la centrale d'énergie de l'hôpital Bichat, dotée d'une triple hauteur, ou des tâches techniques à hauteur de corps humain identiques aux autres. Des grandes pièces parcourables et éclairées, des galeries réemployées comme dans tous les sous-sols de Bichat ou encore des cours intérieures. Ensuite, c'est prévoir par le soin du second œuvre des interfaces, un accès facilité aux gammes de circulation des réseaux depuis les espaces de vie. Trappes, panneaux, faux plafonds démontables, carénage ou boîtiers. Le 5e paradigme, c'est celui de la patrimonialisation des réseaux. Les réseaux sont un témoignage de l'évolution de la technique, mais aussi de notre rapport au corps. Partie prenante des architectures, doivent-ils être conservés comme témoignages malgré leur obsolescence? C'est le paradoxe patrimonial de l'architecture moderne même, de la conservation d'une architecture fragile, conçue pour une temporalité limitée. Pour finir, revenons à notre problématique. Les réseaux matériels du projet d'architecture, c'est sûrement dans l'expressivité architecturale des dispositifs et installations techniques que se trouve ce langage commun entre usagers, architectes et ingénieurs que ce séminaire veut présenter. Une expressivité auquel tout le monde pense, évidemment, c'est exhiber. Les réseaux sans pudeur, avec une limite, l'analogie avec l'architecture industrielle, dont on peut questionner la compatibilité avec le soin du corps. Rainer Banham parle, quant à lui, de puissance exposée pour évoquer les architectures exprimant fortement les réseaux mécaniques. On peut citer 2 cas illustrant ce concept. Le premier, ce sont les magasins La Rinascente à Rome, où Giulia Marino démontre que l'architecte Franco Albini et Franca Helg prennent l'ensemble des contraintes techniques comme une occasion d'expérimentation, voire d'expression architecturale. Elle parle d'accidentalita technica. Le plissé de la façade en éléments en pierre reconstituée s'accorde certes au crépi des briques et des modénatures du bâti environnant, mais cette ondulation est avant tout la révélation du fonctionnement mécanique des équipements, en l'occurrence le système de ventilation, les réseaux étant intégrés dans les surépaisseurs que l'on peut percevoir sur l'enveloppe. La forma veritatis des réseaux est ainsi le moteur du projet. D'autre part, Louis Kahn, au laboratoire Richards à Philadelphie, intègre les nombreux réseaux inhérents à cette typologie dans des tours de service disposés sur le pourtour des plateformes, surélevés tant dans une logique technique que de conférer une silhouette pittoresque à son architecture. Expressivité maîtrisée, discrète, enfin, par le même Louis Kahn, dans ses autres projets qui intègrent à merveille les réseaux et installations techniques dans ses compositions
magistrale, grâce à la fameuse distinction entre espace servi et espace servant. Mais pour développer ce propos, je vais désormais laisser la parole à notamment une agence qui a su exprimer ce langage commun entre la science et l'art, et entre la technique et l'architecture. Merci à tous et bon séminaire.